Chers internautes, bonjour, amis maoniennes et maoniens, bienvenue dans votre émission Maoni, émission dédiée à l'Afrique et à toute jeunesse, à tous ceux qui sont intéressés par ce continent. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insalubrité des villes africaines, un sujet assez vital pour nos populations. Et pour en parler, nous recevons un jeune passionné par ce sujet, passionné des villes, qui est lui-même urbaniste de formation. Bonjour chef. Bonjour Gianni. Comment tu vas? Oui, très bien, et toi? Super, super. Je te laisse te présenter à nos amis internautes. Alors moi c'est Cheikh Cissé, je suis un doctorant. Je travaille sur la ville africaine en général, donc en partenariat avec l'école polytechnique de Lausanne, sur la direction de Jérôme Chenal, qui est connu sur la problématique des villes africaines. Alors, je travaille aussi au sein de l'ONG Urbanistes sans frontières, qui est une ONG qui fait de la solidarité internationale. Et justement, avec cette ONG, je gère tout ce qui est opération urbaine en Afrique, particulièrement au Sénégal. Et ton doctorat, c'est ton thème, si tu peux nous le dire rapidement, c'est sur quoi précisément? Alors, je travaille sur la question de la fabrication de la ville. Fabrication de la ville. Donc, c'est une expression assez complexe parce que l'idée pour moi, c'est d'utiliser l'approche systémique pour comprendre qu'on peut fabriquer la ville en mutualisant différentes sciences sociales, l'urbanisme, l'architecture, l'ingénierie civile, etc. Donc l'idée pour moi, c'est de montrer finalement qu'on peut fabriquer la ville en mutualisant ces sciences, mais aussi parvenir à montrer que la ville africaine a une certaine spécificité, une certaine singularité qu'il faut montrer, quoi. D'accord, intéressant. Je pense que pour fabriquer les villes, fabriquer de bonnes villes, il faut déjà que nos villes soient salubres, Tout à fait. dégager de tout ce qui est insalubrité. Tout à fait. Et c'est ce qui est le sujet du duo, c'est ce sur quoi nous allons parler aujourd'hui. Pour ceux qui nous suivent le plus souvent, vous avez dû voir que nous sommes dans un format plutôt particulier que nous n'avons pas utilisé jusque-là. Donc aujourd'hui, nous ne serons pas en véritable mode interview, mais ça va être un véritable échange entre nous sur ce sujet. Alors, l'insalubrité, l'OMS, en 2012, avait sorti une statistique assez impressionnante qui disait qu'il y avait plus de 12 millions de décès dans le monde qui avaient pour cause l'insalubrité des villes. Et dans ces 12 millions, dans ces plus de 12 millions, 2,2 millions de personnes étaient décédées en Afrique. C'est assez impressionnant comme chiffre. L'insalubrité, on peut citer plusieurs causes, la démographie galopante, l'urbanisation sauvage ou non maîtrisée. Tout à fait. Mais moi, la première question qui me vient, qui me préoccupe vraiment, comment est-ce que 60 années, presque 60 années après les indépendances, nombreuses sont les villes africaines qui se retrouvent encore avec ces problématiques de saleté, de propreté, avec toutes les conséquences que ça engendre. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on se retrouve là, après tant d'années où on se gère, on s'autogère nous-mêmes? Alors très bien, c'est tout à fait une question très intéressante, la question de l'insalubrité urbaine, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les villes africaines sont très sales. Alors, pour faire juste un petit inventaire... Pas toutes les villes africaines, comme oui, il faut qu'on précise. Bon, voilà. je vais y revenir tout à l'heure, justement. Donc, la plupart, en tout cas, des villes africaines sont très sales. Alors, tout à l'heure, tu as frôlé la question démographique, qui est une question fondamentale si on veut analyser toutes les problématiques sur les villes africaines. Parce qu'aujourd'hui, il y a une urbanisation sauvage, non maîtrisée. Alors, si on parle d'urbanisation, on parle de démographie qui est galopante, aussi de l'exode rural. Donc, les villes sont aujourd'hui saturées sur le plan démographique. Alors, cette saturation des villes sur le plan démographique accompagne justement d'une insuffisance d'offres de services de ramassage d'ordures. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les villes africaines, en partie, sont très sales. Donc, si on a une urbanisation galopante et que derrière, il y a une très forte consommation, donc forcément, il y a une propension à salir. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout simplement, il y a ce qu'on appelle les pratiques informelles. Alors, aujourd'hui, la ville africaine, je dis la ville africaine parce qu'il y a une certaine singularité de la ville africaine, est marquée par des pratiques informelles, enfin, qui dit pratique informelle dit pratique non maîtrisée, non contrôlée.
Alors, le petit commerçant de rue de Dakar, ou de Abidjan, ou de Lomé, lui, il n'est pas contrôlé, il a tendance à salir la rue. Et donc, si on salit la rue, tout simplement, c'est à partir de ces petits gestes que, tout simplement, on parvient justement à une ville qui est très sale. Voilà. Quel type de contrôle, par exemple, quand tu parles de contrôle, tu penses à quoi d'une manière pratique? Alors, il n'y a pas de... Quand je dis pratique informelle, c'est tout ce qui échappe au contrôle. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique suffisamment solide qui accompagne justement ces pratiques, raison pour laquelle justement ces pratiques persistent et donc ça salit les villes. Justement, ça m'amène à une autre question, c'est sur les moyens qu'on peut utiliser pour assainir nos villes aujourd'hui. Est-ce que nos États en font assez? Ont-ils les moyens, à ton avis, toi qui sillonnes un tout petit peu les villes africaines, est-ce que les États africains y mettent vraiment du sien pour éradiquer ce problème-là, l'insalubrité? Alors, quand on parle de la question d'insalubrité, généralement, ça relève de l'échelle locale, c'est-à-dire, voire même du strict local, c'est-à-dire le quartier, l'échelle du quartier ou l'échelle de la ville. C'est une question de décentralisation. Donc, justement, cette décentralisation sur le papier, ça existe, c'est-à-dire de façon institutionnelle. Tous les pays africains du moins ont connu ce système de décentralisation à l'image du pays colonisateur depuis les années 82. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces collectivités locales n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir fournir des services, en tout cas, adaptés à ces besoins. Et donc, forcément, ça pose problème. Donc, la gestion est centralisée. Quand vous allez à Dakar, enfin, au Sénégal, vous allez voir justement le service Veolia, qui est une entreprise française. Et c'est une gestion qui est centralisée. Ça vient de l'État. Alors que tout simplement, le problème est local. Donc, il y a un problème de démarche qui se pose en fait. Donc, il y a Veolia à Dakar. Oui, il y a Veolia à Dakar. Qui s'occupe de faire quoi exactement? Ramasser les déchets Oui, ramasser les déchets, mais aussi il y a d'autres services qui existent, mais parfois de façon informelle. Et donc, il y a une certaine incohérence au niveau de la démarche. C'est la raison pour laquelle, justement, ce problème persiste. Et aujourd'hui, cause énormément de problèmes, notamment tous les chiffres que tu as donnés au début, notamment les maladies, enfin, les décès, etc. Donc, ce n'est pas, si je comprends ce que tu veux dire, par exemple, sur Dakar, ce n'est pas tant que les moyens n'ont pas été mis en œuvre, c'est plutôt la mauvaise organisation, c'est-à-dire une organisation centralisée au niveau de la capitale, alors que les problématiques sont au niveau des quartiers. Ce sont les deux, en fait, excuse-moi de te couper, ce sont les deux parce que la gestion est centralisée, donc il y a un problème de démarche qui se pose, parce que c'est un problème local. L'autre problème, c'est que l'offre est insuffisante par rapport à la demande. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les villes sénégalaises, principalement Dakar, sont des villes très urbanisées, avec une démographie galopante, une forte consommation, donc une propension à jeter des saletés, etc. Il y a une très forte demande qui est là, mais sauf que l'offre est insuffisante. Donc, si l'offre est insuffisante alors que la demande est forte, je ne vous apprends pas en cours d'économie, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre. Justement, on reviendra après sur cette question d'offre parce que c'est une question qui m'a traversé l'esprit aussi parce que je me dis il y a quand même, si on veut parler, mis à part juste la question assainissement, question santé publique, mais si on veut rentrer dans tout ce qui est pratique commerciale ou économique, on est quand même dans un domaine qui pourrait potentiellement créer de l'emploi, d'autant plus que nos villes, nos pays avec les taux de chômage qu'on connaît. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cette offre manque alors que le besoin est là, nos villes sont ça? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que ce sont les compétences? Est-ce que c'est la volonté? Où est-ce que ça cloche? Alors, ce qui manque, c'est d'abord la volonté politique, parce que parfois, on a l'impression de faire alors qu'on ne fait rien. Ça, c'est un manque typique de volonté politique. Mais l'autre chose qui existe, c'est que aussi les collectivités locales n'ont pas suffisamment de moyens financiers aussi, il faut le dire. Parce qu'il y a un énorme manque à gagner fiscal qui est là. Parce que n'oublions pas que l'activité principale, c'est l'informel. Tout ce qui échappe au contrôle fiscaux du moins. Donc, tous ces contrôles fiscaux qui manquent font qu'aujourd'hui, les collectivités locales n'ont pas de recettes fiscales qui leur permettent, en tout cas, de pouvoir financer d'autres services
capable de résoudre certains problèmes. D'accord. Mais du coup, là, si on comprend, en vrai, c'est le système qui doit être repensé. C'est le système de la décentralisation. Tout à fait. Tel qu'on on le met en œuvre aujourd'hui, qui n'est pas efficient. Tout à fait. Et toi, en tant qu'expert, tu dirais, est-ce que tout devrait être recentralisé? Est-ce que l'État devrait financer les politiques de mise en conformité des villes ou qu'est-ce qui doit être fait? Je me méfie d'abord un peu de ce mot expert. Je ne suis pas du tout un expert, je suis un apprenti encore. Bon, juste pour répondre à ta question, je pense que aujourd'hui, ce qu'on peut faire effectivement, c'est de revoir le système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, on peut pas réclamer décentraliser, en tout cas une ville, sans pour autant laisser justement cette ville une certaine autonomie d'action. Ça, c'est la première chose, c'est sur le plan politique. Aussi sur le plan financier, c'est-à-dire que l'État central doit en tout cas mettre en place des politiques d'accompagnement solides qui consistent justement à aider les collectivités locales à trouver les recettes fiscales nécessaires pour leurs différentes politiques locales. Mais est-ce que ces recettes fiscales existent? Parce que on rentre dans un autre sujet qui est celui des financements. Comment est-ce qu'on mobilise les recettes fiscales chez nous dans la plupart des pays en Afrique? Est-ce que et aussi dans le fait de donner une certaine autonomie, plus d'autonomie aux collectivités locales, il y a-t-il pas un paradoxe entre donner plus de responsabilités, mais que le financement vient d'une manière générale, on sait que celui qui finance a plutôt l'habitude d'imposer ses règles. Il n'y a pas une... Il y a un certain paradoxe qui existe, parce que dans tout système décentralisé, ça dit que on ne laisse pas une autonomie entière à la collectivité locale, c'est-à-dire que l'État a toujours justement le rôle de gendarme, en tout cas. C'est-à-dire l'État, il doit toujours veiller à ce que justement les recettes soient, enfin les dépenses soient bien utilisées, en tout cas au niveau de la collectivité locale. Mais c'est-à-dire qu'il faut aussi, à un moment donné, parvenir à trouver des mécanismes de financement qui sont propres justement à ces collectivités locales. Est-ce que ces mécanismes existent aujourd'hui? Est-ce qu'on y a déjà réfléchi? Est-ce qu'il y a des pistes? Oui, il y a des pistes. En fait, il y a certaines. Par exemple, je prends l'exemple de Dakar. Aujourd'hui, la ville de Dakar fait énormément de progrès, en tout cas sur ce secteur, mais sauf que il y a toujours des manques. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'État central qui met une certaine pression sur la collectivité locale, et donc c'est toujours problématique. Toujours problématique. Oui. D'accord. Nous allons faire une pause et nous reviendrons dans quelques minutes. Et n'hésitez pas à commenter, à liker cette émission et à nous envoyer toute suggestion à l'adresse mail qui apparaît tout juste en bas de votre écran. À tout de suite. Nous nous retrouvons pour la seconde partie de notre émission consacrée aujourd'hui à l'insalubrité des villes africaines. Dans cette première partie, on a essayé de soulever un peu les causes, qu'est-ce qui ne marchait pas, qu'est-ce qui faisait que 60 années après les indépendances, on avait encore des villes aussi insalubres aujourd'hui. Et l'une des causes que Chef soulevait, c'était voilà la mauvaise organisation, notamment cette décentralisation qui n'est pas efficiente, qui ne donne pas les résultats escomptés. Du coup, moi, ma question est la suivante. La décentralisation n'est pas efficiente, certes, donc c'est une responsabilité de l'État, il y a une politique à repenser, mais est-ce que les responsabilités dans l'insalubrité ne sont pas partagées? Il y a l'État d'un côté, mais aussi la société d'un autre côté, l'idée qu'ont les populations de la propreté de la ville. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire à ce niveau, un travail de conscientisation, de sensibilisation des populations vis-à-vis de la propreté de leur propre environnement? Alors, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, dans les villes africaines, généralement, il y a aussi la question de notre perception par rapport à l'espace public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous avons une perception assez originale de l'espace public. Alors, l'espace public, généralement, est considéré comme un espace qui appartient à personne.
C'est-à-dire, ici, par exemple, en France, c'est l'espace commun, c'est-à-dire ça appartient à tout le monde. Au Sénégal, on dit que c'est l'espace du bourg, c'est-à-dire le bourg, c'est l'espace de la neutralité, c'est l'espace qui appartient finalement à personne. Donc, on peut s'y comporter comme on veut, on peut jeter des pots de banane, enfin, on fait tout ce qu'on veut avec. Donc, raison pour laquelle, justement, ces espaces sont aujourd'hui mal entretenus du moins, et ces espaces sont aujourd'hui très sales. Donc, il y a une certaine responsabilité, effectivement, des usagers, des populations, vis-à-vis justement de cet espace. Et donc, effectivement, il doit y avoir une certaine prise de conscience par rapport à la perception de l'espace public. Pour compléter ce que tu viens de dire, je pense que c'est cette idée, la notion d'intérêt général est du moins mal comprise ou pas du tout considérée aujourd'hui dans beaucoup de pays africains. Tout à fait. Et alors que si on prend le sujet de l'insalubrité en particulier, les populations, les sociétés africaines sont très attachées à la propreté. Très attachées à la propreté, mais généralement ça s'arrête à la sphère individuelle, la sphère privée, et donc dès qu'on rentre, on n'a pas cette notion, cette définition de la chose publique, alors que la majeure partie de nos pays, au lendemain de la colonisation, lorsqu'on a pris nos indépendances, la majeure partie ont choisi des formes républicaine comme mode de gouvernance. Et quand tu prends la République, c'est la res publica, c'est la chose publique, la chose qui appartient à tout le monde. C'est l'espace commun, c'est l'espace de tout le monde. Ouais. Et je pense, comme tu l'as dit, il y a un travail à faire à ce niveau, de faire comprendre aux gens que l'espace public est aussi un espace individuel finalement, parce que l'espace public c'est la somme de ces espaces. Ça dit que quand je préserve l'espace public, ça dit que je préserve moi-même mon espace et que je préserve l'espace de mon environnement familial et je préserve l'espace de tout le monde. Et donc, ce que je vise au final, c'est l'intérêt général. Parce que l'intérêt général, ce n'est rien d'autre, comme tu le dis, à la somme de nos intérêts. Et donc, c'est bénéfique pour tout le monde. Tant qu'on n'a pas cette prise de conscience vis-à-vis de l'espace public, on aura toujours des problématiques similaires. Mais toi qui voyage un peu, qui n'est pas un expert, hein, mais qui voyage un peu, est-ce que tu vois dans les différentes villes où tu vas des prises de conscience ou des États qui prennent le devant sur ces questions de civisme, de sensibilisation? Est-ce qu'il y a vraiment des politiques qui sont mises en place en ce sens-là? Alors, principalement dans toutes les villes africaines, il y a des politiques effectivement qui existent. Mais en fait, c'est le suivi qui manque, finalement. Alors, si on prend un exemple très pertinent, c'est l'exemple du Rwanda. Aujourd'hui, c'est l'exemple typique qu'on peut prendre avec Paul Kagame, qui mène une politique assez courageuse justement de propreté, en tout cas des villes, notamment la ville de Kigali. Donc aujourd'hui c'est l'une des villes les plus propres d'Afrique. J'ai jamais été à Kigali, mais de par mes recherches, de par tout ce que j'ai vu sur la télé, c'est vraiment la ville de référence en termes de propreté. Il y a une politique très célèbre qui a été menée concernant les sachets et les plastiques. Et il y a un suivi en fait. Et je te donne l'exemple justement du Sénégal. Cette politique des plastiques, il y avait une loi qui interdisait les sacs en plastique à Dakar et qui n'a jamais été opérationnelle. Ouais, c'est ça, la question est aussi là. Le suivi, tout simplement. C'est bien beau de mettre en place des réglementations. Le plus important, c'est de mettre en place des suivis, des mécanismes qui permettent la mise en application effective. Tout à fait. Mais ça, par exemple, est-ce de la mauvaise foi, est-ce de une volonté qui manque, ou il y a une incapacité de nos États à véritablement mettre en place des mécanismes qui permettent d'appliquer les lois qui sont votées et promulguées? Moi, je pense que c'est la façon de voter ces lois et c'est la façon de mettre en application ces lois. Ça veut dire que c'est des gens qui essayent vraiment de copier ce qui se fait ailleurs, sans pour autant modéliser en tout cas cette politique vis-à-vis en tout cas par rapport aux réalités sociologiques locales. Tu as un exemple concret là-dessus par exemple? Alors, si je saute en tout cas sur la question de l'insalubrité, je parle d'autres questions. Je parle l'exemple de la planification même des villes. Oui. Ça veut dire qu'on essaie de copier des modèles qui se font ailleurs, tout en les
collant en tout cas dans nos pays qui ont des réalités assez singulières et qui sont tout simplement différentes des réalités des pays où les modèles sont importés. Oui, ouais. C'est un véritable problème. Donc, c'est la même chose aussi sur la question du ramassage des ordures, etc. On essaie de mettre en place des politiques, mais ces politiques ne sont pas adaptées, en tout cas, par rapport... Parce que si, aujourd'hui, on met en place des politiques en Afrique, peu importe les politiques dans les villes africaines, il faut toujours prendre en compte la dimension informelle. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire ça, c'est que c'est le secteur le plus en vue, c'est-à-dire c'est le secteur dominant. Dans toutes les activités, vous avez en tout cas le secteur informel. Si on ne prend pas en compte l'informel, on aura beau faire des politiques, mais ça ne marchera pas. Ouais, effectivement, c'est voilà, le secteur informel. Tout à fait. Après, c'est une autre question parce que c'est aussi, notamment lorsqu'on mesure les outils qu'on utilise pour mesurer les taux de chômage chez nous, en Afrique, je veux dire, voilà, c'est des outils pas très souvent adaptés qui ne prennent pas en compte, dans la majeure partie du cas, ce secteur informel qui est majoritaire plutôt dans nos différents pays. Donc la question est là aussi, comment prendre en compte ce secteur informel? Oui, ça c'est une question qui demande en tout cas des études sociologiques, des enquêtes qualitatives en tout cas. Est-ce qu'il y a des États qui en font aujourd'hui ou pas? Très peu. Enfin, je me demande même si ça existe. C'est triste. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un secteur qui est oublié et qui, pour moi, c'est le secteur qui fait la ville africaine. Aujourd'hui, c'est le secteur qui fait la ville africaine. C'est important quand on voit aujourd'hui qu'il y a que le paludisme fait encore des ravages en Afrique. C'est quand même aberrant. Il faut le dire. Peut-être des gens ne le savent pas, pardon. Que l'une des causes principales de cette maladie, c'est l'insalubrité. Tout à fait. Mais comment est-ce que, encore une fois, 60 ans après les indépendances, une telle maladie peut encore tuer autant de personnes en Afrique? Il faut, quelque part, je pense que toi, en tant qu'urbaniste, est-ce que dans tes rencontres avec les dirigeants, je suppose que tu en rencontres quelques-uns, est-ce que tu leur dis par rapport à cela, par rapport à ces sujets, est-ce que vous la rencontrez, qu'est-ce que vous leur dites en fait? Sur la question de l'insalubrité. Oui. Alors, j'ai pas eu... Notamment sur la question de l'insalubrité et par rapport aux questions de santé publique. Voilà. J'ai pas eu encore la chance de discuter de cette question avec les différentes personnes que je rencontre, mais je tiens à dire, je fais un peu de pub parce que notre ONG a été choisie par l'Élysée pour préparer le sommet sur France-Afrique sur les villes durables. Alors, qui dit ville durable dit développement durable. Qui dit développement durable dit environnement. Qui dit environnement dit insalubrité parfois. C'est des questions environnementales. On reviendra notamment sur la notion de développement durable, voilà, qui est une notion très à la mode, très en vogue actuellement en Afrique. Mais avant d'arriver là-bas, j'ai une question par rapport à ce sommet France-Afrique. Ce n'est pas un peu gênant que ce soit lors d'un sommet France-Afrique que l'on aborde des sujets d'insalubrité en Afrique? C'est effectivement ça, c'est un manque de responsabilité énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a des ministères de la ville dans différents pays, ça existe. Oui, il y a les ministères d'urbanisme, ça existe partout. Enfin, je suppose qu'en Côte d'Ivoire, ça existe, au Cameroun, ça existe, à Dakar, ça existe, enfin, au Sénégal, ça existe. Donc finalement, c'est un manque de responsabilité. Alors, si d'autres le font à notre place, nous, en tant que, entre guillemets, experts africains, on se met dans le moule, on essaie de travailler ensemble pour tout simplement interroger ces questions qu'ils n'interrogent pas eux quand ils gèrent nos pays, tout simplement. En tant que toi, tu es universitaire, tu travailles sur ce sujet de l'urbanisme. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les pays africains, il existe des formations soutenues, développées en ce sens-là, vers ces domaines-là? Parce que je me dis, parce que tout à l'heure tu parlais d'une question, moi c'est une question qui me taraude l'esprit depuis un moment, de cette insalubrité qui est importante, énorme, d'une demande, d'un besoin qui existe, mais d'une offre qui manque. Alors c'est quand même, alors que pourquoi est-ce que l'offre manque encore dans ce genre de domaine
assez vital, assez vitaux, des domaines assez vitaux, essentiels. Est-ce qu'il y a des formations qui poussent les jeunes Africains à se spécialiser sur des sujets pareils et à essayer après leur formation d'endiguer Alors, pour les ressources humaines, je pense qu'on n'en manque pas, parce que il y a beaucoup d'environnementalistes, beaucoup de géographes, etc. Même si je tiens quand même à souligner cela, c'est que la formation en urbanisme est quasi rare en Afrique. À Dakar, ça n'existe pas, à part une formation qui s'appelle ENEA. À part cette formation, je ne vois pas d'école en urbanisme à Dakar. Il n'y a que des géographes, des géologues. Enfin, je ne dis pas que ces gens-là, ils ne maîtrisent pas forcément les questions environnementales. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour moi, c'est un manque de volonté politique de se trouver à ce niveau où il n'y a pas de formation en urbanisme à Dakar. C'est quand même problématique. Donc aujourd'hui, dans le cadre du sommet, justement, on a mobilisé pas mal d'experts européens, africains, asiatiques, etc. J'espère qu'il y a plus d'experts africains. Il y a plusieurs experts africains. Plus d'experts africains ou plusieurs? Il y a plus d'experts africains et ça c'est une bonne nouvelle, justement. Donc l'idée pour nous c'est de préparer le sommet avec les ambassades de France en Afrique, avec les ministères français, les ministères de la culture, le ministère de l'égalité et de la cohésion des territoires, les ministères africains également, tout ce qui est ministère de l'urbanisme des pays africains, etc. Donc l'idée pour nous c'est de mobiliser un ensemble d'experts, un ensemble d'acteurs pour réfléchir sur les villes africaines, sur notamment la question de la ville durable. Et la présentation ce sera à l'Élysée en 2020. En 2020. Donc il y aura une très grande rencontre justement au mois d'octobre où il y aura des ministres africains, etc., où ce sera organisé à l'Assemblée nationale française. Mais est-ce que, avant ces rencontres, est-ce que vous, enfin, pas toi en particulier, mais est-ce que des mesures sont prises d'aller se référer aux populations, d'aller prendre les avis des populations Alors, disons que nous avons constitué des groupes de travail aujourd'hui avec pas mal d'experts, avec différentes thématiques. Et ces thématiques concernent justement l'urbanisme, l'aménagement, la question du foncier, la question de l'assainissement, de l'insalubrité justement. Donc toutes ces problématiques sont regroupées dans des thématiques différentes. Et dans chaque thématique, il y a des experts confirmés ou juniors qui travaillent sur ces questions. Et au final, justement, on va faire des enquêtes, on va trouver des données. L'idée pour nous, c'est de produire un travail scientifique avec nos documents de référence, avec nos partenaires, tout ce qui est Banque mondiale, Revenu Habitat. Alors, l'idée, c'est de produire un document de qualité avec, à partir de ce document, justement, c'est une sorte de proposition, finalement. Aller faire aux politiques. Tout à fait. Aller faire aux politiques. On va dire qu'il y a espoir encore. On garde l'espoir. On garde l'espoir. De toute façon, on n'a pas le choix. Oui. On va aborder un dernier sujet. C'est une notion dont tu as parlé tout à l'heure, très en vogue actuellement en Afrique. On nous parle très souvent de développement durable par-ci, développement durable par-là. Et c'est vrai que le citoyen lambda s'y perd un peu. Toi qui n'es pas expert, je précise encore, mais qui s'y connaît un tout petit peu, aujourd'hui, est-ce que les villes africaines sont véritablement dans des politiques de développement durable comme voudraient nous le faire croire certains de nos dirigeants? Alors aujourd'hui, les villes africaines, chaque pays africain essaie de vendre sa ville durable. Abidjan, ville durable, Dakar, ville durable, Kigali, ville durable. C'est devenu vraiment du géomarketing, pour essayer vraiment de vendre l'image du pays. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une expression qui est assez floue, qui a plus de valeur que de sens finalement. D'accord. Parce que développement durable, selon la définition officielle lors de la conférence de Stockholm en 1972, c'est tout simplement un développement qui consiste à satisfaire les besoins au présent sans compromettre les besoins des générations futures. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on a des ressources qui sont là, disponibles, on doit faire une gestion assez responsable de ces ressources parce que tout simplement, les générations futures font aussi partie de la vie, en tout cas du pays ou de la ville en question. L'autre problématique qui concerne le développement durable, c'est la question de l'environnement. C'est-à-dire aujourd'hui,
Tout à l'heure, on parlait des chiffres sur des décès, sur des maladies. Aujourd'hui, les villes africaines sont sales. On ne peut pas déjà parler de développement durable. Pour parler de développement durable, il faut avoir une qualité de vie. D'accord. Alors, cette qualité de vie, ça n'existe pas dans les villes africaines. Donc, bon, pour se s'entrecouper, c'est-à-dire aujourd'hui, sans régler la question de l'insalubrité, oui. C'est vraiment un grand et gros leurre de nous parler de développement durable. C'est tout simplement un leurre. On ne peut pas leurrer les gens en disant que Abidjan c'est une ville durable. Non, il faut d'abord se développer avec une bonne qualité de vie, c'est-à-dire résoudre tout ce qui est équation qui concerne en tout cas l'insalubrité, la pauvreté, etc. Pour parler déjà, enfin pour parler d'abord de développement avant de parler de développement durable. Donc pour moi c'est absurde ou même c'est irresponsable de parler déjà de développement durable. À ce moment, alors qu'on a encore des questions d'insalubrité à régler au sein de notre pays. Merci Cheikh pour cet échange. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci pour cet échange vraiment édifiant. J'espère que nos internautes ont été édifiés, ont plus d'éléments aujourd'hui pour pouvoir parler de l'insalubrité, qu'ils connaissent plus les causes de l'insalubrité et les moyens de venir à bout de ce fléau qui tue nos enfants et nos frères. Vous pouvez commenter, comme je vous l'avais dit, commenter cette émission, mettre vos avis en commentaire, liker, partager ou nous envoyer vos suggestions sous l'adresse mail que vous voyez juste en bas de vos écrans. Merci et à la prochaine.